l'école de demain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, on va commencer d'abord par notre focus, comment rendre la philo un peu plus attrayante qu'elle en a l'air. On va voir ça avec un prof influenceur, vous allez le voir, dont on découvre le portrait dans un instant. Et puis c'est notre question du jour, fake news, désinformation, manipulation, on en parle régulièrement ici sur le plateau de l'école du futur. Et est-ce qu'on est vraiment armé pour y faire face? C'est la question aussi qu'on va se poser aujourd'hui, parce qu'à l'heure où la génération Z grandit avec les réseaux sociaux, apprendre à démêler le vrai du faux devient une compétence essentielle. Et si la solution passait par le jeu vidéo? Aujourd'hui, on part à la découverte justement de Nebula, un serious game qui a été lancé par l'école narrative pour développer l'esprit critique des étudiants. L'éducation aux médias, vous allez voir, ça s'apprend. Et on voit comment avec notre invité Damien Douany. Bonjour. Oui, bonjour Philippine. Vous êtes en duplex avec nous, merci d'être parmi nous. Vous êtes responsable de l'innovation pédagogique chez Narrative justement et vous allez nous présenter dans un instant ce nouveau jeu que vous avez co-construit. On en parle dans un instant, juste après le focus. Et c'est parti, donc d'abord pour un peu de philosophie. Professeur du lycée Jean Moulin de Forbach, Rémi Ross a trouvé la solution pour intéresser ses élèves à ses cours, distiller le programme dans des vidéos TikTok. C'est allé bien au-delà puisque vous allez le voir, plus de 5000 personnes le suivent et sont abonnées à son compte, baptisé l'Antique 399. On découvre son portrait tout de suite. J'aimerais évoquer avec vous, tout simplement, la fonction de la philosophie. On demande souvent à quoi ça sert. Mieux qu'une simple fiche de lecture, il y a les vidéos de Rémi Roth, plus connu sur TikTok sous le nom de l'Antique 399. Le professeur de philosophie du lycée Jean Moulin de Forbach a plus de 5000 abonnés. C'est à la bibliothèque de Nancy qu'il a tourné certaines de ses vidéos dans lesquelles il rappelle les éléments essentiels du programme. Même si Freud n'existe pas, les thèses de Freud, notamment relatives aux rêves, sont déjà présentes en partie chez Platon. En 2022, ces cours ont tapé dans l'œil de M6. Après avoir réalisé un reportage sur lui, la chaîne l'a choisi pour relever le défi de répondre en 1 minute à un sujet du bac. Au fil de ces vidéos, les élèves ont appris à mieux connaître ce professeur TikToker. Rémi Roth a la philo chevillée au corps. Même ses tatouages ont un sens philosophique. J'ai un certain nombre de tatouages qui représentent des éléments de la nature. Le principal, le premier que j'ai fait, est un bâton d'Asclépios. C'est un symbole mythologique grec, une fois de plus. Asclépios, c'est le dieu de la santé, de la médecine. Vous avez peut-être déjà vu cet élément sur les pharmacies, par exemple. C'est le symbole de l'Organisation mondiale de la santé. J'ai voulu rajouter des feuilles d'olivier à ce tatouage pour évoquer une fois de plus la Grèce antique. Le deuxième, cette coupe avec ses feuilles, il s'agit une fois de plus d'une référence à la philosophie, un événement très marquant, la mort de Socrate. C'est notamment pour ça que le pseudonyme est l'Antique 399, 399 étant la date du procès et de la mort de Socrate. Avec sourire, Rémi Roth répond aux sempiternelles questions philosophiques du genre « Qu'est-ce que l'art ?» Mais je ne sais pas quoi dire. Étant donné que l'art est quelque chose de subjectif, tout peut être art. Avant de se quitter, l'Antique 399 laisse un dernier conseil à tous ceux qui préparent le baccalauréat. Il ne faut pas prendre l'épreuve de philosophie comme quelque chose d'extérieur à soi, mais comme un défi que l'on se donne à soi-même. L'ultime conseil que je peux vous donner pour le jour du bac, c'est de vous faire plaisir, on le verra avec la notion de bonheur, mais également de prendre la question comme si elle vous concernait. Allez, autre chose maintenant. À une époque où chacun d'entre nous peut diffuser des informations, savoir vérifier une source ou repérer une manipulation, ça n'a jamais été aussi important. Et pourtant, justement, les jeunes ultra connectés restent, vous allez le voir, les premières victimes de la désinformation. Alors comment les préparer au mieux à décrypter le monde qui les entoure, apprendre à penser par soi-même pour ne plus jamais se laisser manipuler? Voilà le défi du jour qu'on se pose dans l'école du futur aujourd'hui. Et on le fait avec notre invité en duplex aujourd'hui dans la première partie du talk. Notre invité en duplex, donc Damien Douany. Je rappelle que vous êtes le responsable de l'innovation pédagogique dans cette école narrative. Et j'ai dit dans mon lancement tout à l'heure qu'on parlait justement de ce jeu. J'ai dit jeu vidéo, mais pas du tout. C'est vrai qu'on a l'habitude de vous connaître ici sur le plateau sur des sujets plutôt numériques. Et non, là, vous venez nous parler d'un jeu de cartes. Un jeu de cartes qui s'appelle Nebula. Je veux bien justement que vous nous en présentiez le principe. Pourquoi avoir créé ce jeu? Est-ce que vous voulez bien nous donner quelques informations?
Alors, effectivement, c'est un jeu bien réel, physique, en papier et en carton qu'on a eu envie de lancer, qu'on a lancé semaine dernière officiellement au sein de l'événement Média en scène et que l'on bêta-teste au sein de l'école ici depuis quelques mois, depuis la fin de 2024 avec nos professeurs et nos élèves journalistes. L'idée, c'est la suivante, c'est de se dire que dans un monde extrêmement connecté où aujourd'hui il y a un floutage des lignes très fort entre médias traditionnels, nouveaux médias, informations qui sont diffusées par les individus eux-mêmes. Il y a des choses qui sont fausses, des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses de prime abord et qui deviennent vraies, et inversement. Bref, c'est extrêmement compliqué d'arriver un peu on va dire, à comprendre et arriver à voir quel est le bon grain livré et arriver à discerner tout cela. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit que rien de mieux qu'un jeu, non pas numérique, mais papier, très simple, un jeu de société qui va nous permettre bien simplement d'apprendre les bons réflexes pour faire face à des informations ou de la désinformation. Alors justement, est-ce que vous voulez bien nous donner un exemple d'exercice, de jeu que les élèves vont devoir résoudre ? Alors tout à fait, le principe est extrêmement simple. Vous êtes face à un contenu, quel qu'il soit. Ça peut être une vidéo, ça peut être une photo, ça peut être un texte, un article. Et vous vous posez des questions au sens où vous ne savez pas trop si c'est vrai, c'est pas vrai. Ça vous paraît un peu suspect, mais vous n'avez pas les réflexes, vous n'avez pas les éléments pour arriver à comprendre cela. Et donc vous allez pouvoir les passer au crible de ce jeu. Donc comment ça se présente? Nebula. Donc Nebula d'ailleurs en italien ça veut dire le nuage, ça veut dire le brouillard. Et donc l'idée de ce jeu, c'est de passer au travers du nuage et au travers du brouillard et d'arriver à le dissiper. Donc en fait, c'est un jeu qui est en 3 étapes. La première étape, en fait, elle va vous permettre de chercher les indices qui vous permettent de vous faire une idée sur est-ce qu'on est face à un contenu litigieux ou pas. Donc on va vous poser plusieurs questions. Par exemple, est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe? Est-ce que le contenu en lui-même fait énormément appel à l'émotion? Est-ce qu'il y a des éléments orthographiques ou typographiques comme des points d'exclamation, des smileys, etc. Est-ce que le contenu en lui-même apporte une vraie information ou en fait pas du tout, et ainsi de suite. Donc il y a 8 cartes comme cela qui vont vous permettre déjà de vous faire une première idée, et vous allez les classer en disant voilà, les indices que je viens de trouver, ils sont présents ou ils ne sont pas présents. Si vous avez plus de 3 indices présents, eh bien c'est que vous êtes peut-être face à un contenu litigieux, et là vous allez passer à la deuxième étape. Et cette deuxième étape, c'est quoi? C'est une qualification du contenu en lui-même. Donc là, vous allez avoir 8 tests qui vont être faits. Ces 8 tests, c'est quoi? C'est est-ce que l'auteur est connu? Est-ce que le média est connu? Est-ce que les informations qui sont données dedans sont plausibles? S'il y a des références qui sont faites à des études, est-ce que ces études existent? Qui est l'émetteur? Est-ce qu'on peut croiser des sources par exemple en cherchant sur plusieurs moteurs de recherche? Est-ce qu'on trouve la même information? Est-ce que plusieurs personnes en parlent ou juste quelques personnes, voire une seule personne? Et ainsi de suite. Et donc, à nouveau, à chaque étape, on va dire ça existe ou ça n'existe pas, ou tout moins c'est validé ou ce n'est pas validé. Et une fois que vous avez fini le schéma, si vous avez un nombre conséquent de cartes qui restent validées, c'est qu'a priori, vous êtes face à une fake news. Et là, vous passerez à la dernière étape, qui est celle de la qualification, on va dire, de l'importance de la fake news. C'est un jeu qui pourrait être diffusé, Damien, dans toutes les écoles de France? Alors nous, ce serait notre ambition, au sens où Narrative, on l'a mis aujourd'hui en ligne, gratuitement, en licence Creative Commons, sur notre site. Donc il vous suffit d'aller sur narrative.school et d'aller dans les actualités, vous allez le trouver, et vous pouvez le télécharger. Il y a le jeu de cartes et la règle du jeu. Vous imprimez le jeu de cartes, vous le découpez, et vous êtes prêt à jouer. Et d'ailleurs, donc je disais qu'on l'a lancé la semaine dernière à Média en scène, et justement, il y a plein d'écoles qui sont venues nous voir. Il y a même des gens qui font de la formation continue qui sont venus nous voir. Ils nous ont dit, mais c'est génial comme mécanique, parce que vous pouvez l'avoir dans la poche. Vous pouvez faire l'exercice vous-même comme ça si vous avez envie. Ça m'arrive régulièrement. Ça vous permet d'avoir les bons réflexes. Je précise une dernière chose, c'est que c'est un jeu qu'on a développé en collaboration avec un éditeur qui s'appelle Sephiroth, qui est un éditeur italien à la base, qui en fait crée des jeux de cartes un peu créatifs. Et ils avaient sorti ce jeu de cartes juste après le Covid. Et ils l'avaient diffusé qu'en italien. Et nous, on s'est dit, on a envie de l'adapter pour la France et on a envie de le diffuser pour la France. Et ils nous ont dit, allez-y, faites-le. Au contraire, plus il y en aura, plus il y aura de gens qui l'auront dans les mains et mieux ce sera. Donc Narrative est aujourd'hui l'éditeur et le diffuseur de ce jeu que nous avons adapté à la France. Et nous n'avons qu'une seule envie, c'est que le maximum de gens jouent avec. Bien sûr, et c'est ce qu'on vous souhaite effectivement. Bravo en tout cas pour
l'adaptation de ce jeu et sa diffusion. Alors c'est vrai que la transition entre jeu pédagogique et le quotidien, les problématiques quotidiennes qui sont notamment rencontrées par les jeunes n'est pas toujours automatique. Comment vous vous assurez ensuite que les joueurs ils appliquent les réflexes appris dans le jeu, dans la vraie vie? C'est pour ça que vous avez choisi un jeu d'abord, un format serious game pour lutter contre la désinformation. C'est apprendre les réflexes d'abord par le jeu pour ensuite l'appliquer dans un contexte réel. Exactement. Ce qu'on a constaté, c'est que le jeu est un levier aujourd'hui qui est très sous-utilisé, aussi bien en école qu'en entreprise, mais là on parle d'école, donc c'est quelque chose qui, on va dire, le jeu c'est très souvent pas sérieux. Alors c'est pour ça que très souvent, déjà on parle de serious game, comme ça rassure tout le monde. Alors qu'en fait pas du tout. Je veux dire, la mécanique ludique en elle-même, elle est très forte parce que certaines études montrent par exemple que l'apprentissage ludique booste de 34% l'engagement des apprenants. Autrement dit, ils apprennent mieux parce qu'ils jouent, donc ils enlèvent l'étau on va dire de la connaissance ou de l'apprentissage classique de l'apprentissage des connaissances pour faire quelque chose qui les amuse et pour autant ils apprennent par la pratique. Et nous ce qu'on constate dans les différents cours que nous avons donnés auprès de nos journalistes ici et des profs aussi, parce qu'on leur a demandé les deux avis, à la fois les profs et les enseignants et à la fois les élèves, et bien on constate que des deux côtés ça répond présent. Les enseignants nous disent c'est génial parce que moi je trouve des moyens pour animer ma classe, pour les dynamiser, pour leur donner envie de faire un travail de groupe, et puis c'est surprenant et ça les amuse. Et de l'autre côté, on a les élèves qui nous disent mais c'est génial parce que c'est un peu comme une chasse au trésor, c'est un Cluedo. On fait une enquête, on cherche avec notre ordinateur si c'est vrai, si c'est faux, on se fait un avis. Et à la fin, on a la réponse si on était bon ou pas. Et ça nous permet de vraiment exercer notre esprit critique. Donc tout le monde est gagnant. Et effectivement, la mécanique du jeu, pour être sûr qu'après elle est bien mise en pratique, là c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu la problématique. On n'a pas des chiffres qui permettent de savoir si à la sortie les gens les appliquent. Ce que je note en revanche, c'est que on a une vraie, on va dire une meilleure intériorisation des bons réflexes par le fait que ce soit ludique, parce que justement, on s'est amusé, on s'est rendu compte que ça servait à quelque chose, donc on va l'avoir en tête la prochaine fois qu'on croisera un contenu qui nous paraît un peu suspect. Sachant aussi que les fake news, d'ailleurs, sujet sur lequel vous travaillez quotidiennement, ne datent pas d'hier, mais c'est vrai qu'elles se propagent de manière fulgurante, notamment grâce ou à cause des réseaux sociaux. Pourquoi le phénomène s'aggrave selon vous? La génération Z, est-ce qu'elle est plus vulnérable aujourd'hui face à ce sujet que les générations précédentes, par exemple? Alors, quand on regarde les chiffres, on voit quand même qu'il y a, on va dire, la génération X, par exemple, ou un peu plus âgée, est assez perméable parce qu'ils n'ont pas forcément tous les codes Internet. Et donc, il y a une certaine perméabilité à ce type de contenu qui, très souvent, font appel à l'émotion. Donc, c'est quelque chose qui fait qu'on fait passer l'information. Cependant, les plus jeunes sont aussi exposés, eux, pour des raisons un peu différentes. Parce qu'ils sont très présents sur les réseaux sociaux. Et même s'ils savent qu'il faut faire attention, le fait que les contenus soient très courts, très impactants, et que même des créateurs que je qualifierais de normaux, si je puis dire, en fait, qui ne cherchent pas à faire de la fake news, ou même des médias, tous aujourd'hui ont le même réflexe pour essayer d'attraper l'attention, cette satanée attention dont on essaye vraiment de capter les moindres secondes, c'est de jouer sur l'émotion. Et donc, on a les mêmes ressorts, les mêmes mécaniques que l'on soit face à une info ou à une infox. Et donc, le problème, c'est qu'une fois qu'on est là-dedans, comment on fait en sorte d'arriver à discerner? Et donc, il faut des réflexes. De se poser la question si on est face à une image et une vidéo, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que c'est quelque chose généré par une intelligence artificielle ou pas? Est-ce qu'il y a des indices qui nous font dire qu'on n'est pas bon? Si c'est sur de l'écrit, est-ce qu'on trouve que le texte, même s'il est très long, est-ce qu'il apporte vraiment une vraie information? Est-ce que ce sont des informations qui sont sourcées, qui existent de par ailleurs? Donc, c'est vraiment ces éléments-là qu'il faut avoir. On est tous vulnérables, même moi, on est tous vulnérables face à des questions d'informations, on va dire, ou d'infox, ou d'informations qui sont litigieuses, dont on ne sait pas trop si vraiment elles sont vraies ou pas. Donc il faut avoir des réflexes de survie, des réflexes d'attention, même si, selon les classes d'âge, on ne va pas avoir les mêmes réflexes. Mais globalement, de manière générale, tout le monde peut tomber dans le panneau. Alors c'est justement, merci, ce que j'allais vous demander. Quelles sont les techniques les plus utilisées aujourd'hui pour manipuler l'opinion publique en ligne? À quoi on doit faire attention particulièrement? Alors je le disais il y a quelques instants, l'élément numéro 1, c'est l'émotion. Quelque chose qui va provoquer votre colère, qui va provoquer votre indignation, quelque chose qui va vous provoquer aussi peut-être juste un sentiment de tristesse ou autre. Ça déjà, c'est un levier qui est exceptionnellement fort et qui est très, très souvent utilisé. Ça peut être aussi la peur.
Donc il y a ces éléments-là qui est le premier élément vraiment auquel il faut être attentif. Après, il y a la source, bien souvent, de l'information. Alors même si aujourd'hui, comme je le disais, on peut être un individu et diffuser une vraie information. Et c'est d'ailleurs la difficulté, c'est le floutage des lignes que l'on a aussi sur le fait que tout le monde aujourd'hui peut être un émetteur d'informations, licite ou illicite. Donc il y a un vrai souci là-dessus. Donc quand même, regarder la crédibilité de la source, que ce soit un média connu, un média moins connu, mais qui peut quand même être très sérieux dans ce qu'il fait, ou une personne qui peut être tout à fait légitime dans ce qu'elle fait. Et pour autant, tout le monde peut quand même tomber dans le panneau. Il y a encore récemment certains responsables politiques qui ont diffusé eux-mêmes des fake news, sans le vouloir, se trompant de chiffres ou croyant avoir interprété une information d'une certaine manière. Donc les réflexes, c'est la source, c'est le contenu en lui-même, est-ce qu'il existe vraiment, qui est derrière, qui est l'émetteur, et puis pour finir, la nature elle-même du contenu, photo, vidéo, texte. Et déjà, ces éléments-là nous permettront d'arriver à se faire un peu une opinion. Merci beaucoup Damien, on va continuer à en parler. On va parler aussi d'à qui revient la responsabilité de lutter contre la désinformation. C'est un sacré sujet. Tout ceci est passionnant, on continue à en parler ensemble. D'abord, on fait juste un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est le Zap et c'est toujours l'œil de Jean Martineau. We head to Tokyo for the full process of the automated underground bike parking. You roll up your bike and line it up in the track. You then push the button which activates a robotic arm that grabs the bike and takes it down. It slides into one of the open parking spots. It then sits there safe from thieves, weather, and other elements until the rider returns and scans their card. As the card is attached to the chip, the robot knows which bike to retrieve. Within around 10 seconds, the bike is picked up by the robot and brought back through the garage door. And you can ride off with a bike that is still dry and has all its parts.
est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui en duplex avec nous, Damien Douani, le responsable de l'innovation pédagogique de Narrative. Damien, on lance ensemble la deuxième partie du talk. En première partie, vous nous avez présenté donc les grands enjeux de votre jeu de cartes qui s'appelle Nebula. On parlait aussi de la désinformation, bien sûr, de comment la reconnaître, comment lutter contre cet enjeu. Alors c'est vrai qu'on peut se poser aussi la question, et c'était mon sujet de transition, Damien, dont je parlais tout à l'heure, à qui revient la responsabilité de lutter contre la désinformation? Est-ce que c'est les médias? Est-ce que ce sont les plateformes, les citoyens? Selon vous, où est-ce que se situe la responsabilité principale si elle doit être portée par qu'un seul acteur? C'est peut-être ça le sujet aussi. Je pense qu'elle ne peut pas être portée par un seul acteur. On l'a vu récemment, les déclarations de Meta, notamment, prouvent qu'aujourd'hui, il y a une volonté de faire une mécanique différente de modération, notamment. Pas forcément sur tous les sujets. Il reste quand même très attentif sur les sujets relatifs à tout ce qui est, on va dire, violence, pornographie, etc. Mais sur le reste, aujourd'hui, ils veulent faire appel à la communauté, ce qui est le principe de Wikipédia et qui fonctionne quand même plutôt pas mal depuis plusieurs années. Donc, je pense qu'il y a différents leviers possibles. Il y a bien sûr les médias, même si aujourd'hui, il y a une très forte défiance, notamment des Français, puisqu'il y a quasiment 2 Français sur 3 qui sont très méfiants des médias sur les grands sujets d'information. Il y a la question aussi on va dire, d'avoir des références. Enfin, quand je dis des références, c'est plutôt des personnes de confiance. Ça peut être des influenceurs, des créateurs de contenu. J'aime pas le terme influenceur, plutôt des créateurs de contenu qui font très bien leur travail aujourd'hui. Hugo Décrypte aujourd'hui, qui a longtemps été vu comme un créateur de contenu, qui aujourd'hui est on va dire considéré comme un journaliste et un média à part entière, et quelqu'un qui est un très bon, on va dire, un très bon vulgarisateur et quelqu'un qui aussi va dans ce sens-là, d'aider à se faire son idée. Je pense qu'il y a aussi les éléments relatifs bien sûr aux médias qui doivent faire ce travail-là, et comme je le disais il y a quelques instants, la communauté qui peut apporter aussi un regard à cela. Mais je pense que le vrai rempart premier à des questions relatives d'info ou d'infox, ça reste l'esprit critique. Et l'esprit critique, il est en chacun de nous, il est lié à notre culture, il est lié à nos enseignements, il est lié à nos connaissances, et il est aussi lié tout simplement à des réflexes de méfiance ou de questionnement qu'on peut avoir vis-à-vis de ce que l'on voit. Et il n'a pas fallu attendre les réseaux sociaux pour cela, ça existe depuis extrêmement longtemps. Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que quand vous parliez d'Hugo Décrypte, beaucoup de jeunes, c'est vrai, préfèrent de plus en plus se tourner vers des influenceurs ou alors des contenus alternatifs pour s'informer, plutôt que des médias classiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Je comprends que vous saluez des initiatives comme Hugo Décrypte, justement, qui présentent les grandes lignes de l'actualité tous les jours aux jeunes, mais d'autres s'informent aussi avec plutôt, là pour le coup, des influenceurs et non des journalistes. Les codes ont complètement changé. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, les codes ont changé à la fois. On est dans quelque chose qui existe depuis très longtemps. Prenons un exemple très simple qui n'a rien à voir avec l'information. Lorsqu'il y a quelques années, vous vous renseigniez pour aller dans un restaurant, par exemple, eh bien, vous faisiez quoi? Ou aller voir un film au cinéma, eh bien, vous regardiez les critiques de cinéma ou les critiques culinaires. Aujourd'hui, vous regardez les avis sur Google. C'est la même chose. On a toujours, historiquement, si j'ai envie de dire, cru, ou au moins on est perméable à l'avis de proches ou de gens qu'on ne connaît pas, parce qu'on a cette sensation qui est un tropisme et qui est pour partie vraie mais aussi fausse, qui est cette dimension de je ne connais pas cette personne, donc elle va m'apporter un regard qui sera peut-être plus neutre ou plus distancié qu'un média ou autre qui peut-être a plus d'intérêt vis-à-vis d'une information quelle qu'elle soit, ou une orientation politique vis-à-vis de celle-ci. Et donc il est clair que finalement ce réflexe-là, qui était le réflexe qu'on avait peut-être avec nos proches, les réseaux sociaux créent on va dire un volume, un prisme, une loupe grossissante autour de cela, en démultipliant cette mécanique-là. Donc c'est quelque chose qui existait déjà, mais qui s'est, on va dire, qui s'est généralisé, qui s'est diffusé. Et donc logiquement, si ça s'est diffusé, il est important d'en comprendre les mécaniques et de faire en sorte de garder donc un esprit critique, une distance vis-à-vis de tout cela. Je parlais d'Hugo Décrypte il y a quelques instants, mais il y en a d'autres qui sont des créateurs de contenu qui, par exemple, travaillent sur des contenus informatifs, sur de la science, sur plein de choses qui sont des connaissances. Et je pense que ces personnes-là font aussi partie des personnes qu'il faut avoir, on va dire,
prenons l'exemple des jeunes, qu'ils doivent avoir aussi. C'est pas parce que ce ne sont pas des journalistes qui ne proposent pas des choses intéressantes. Et à la fois, il faut aussi savoir qu'il y a des gens dont c'est le métier. Donc c'est vraiment un spectre qu'il faut avoir en tête. Je pense que le point important, moi c'est ce que je dis à ma fille de 11 ans, hein, c'est ne crois pas à une seule source. Va chercher, creuse, travaille ta curiosité. Et c'est ça qui te permettra véritablement de te faire un avis. Vous avez parlé aussi, Damien, d'un autre sujet important et qui est fait effectivement l'actualité aujourd'hui dans le monde tech et plus largement politique. C'est Mark Zuckerberg qui a récemment annoncé la fin du programme de fact-checking sur Facebook et Instagram en faveur, dit-il en tout cas, de la liberté d'expression. Quelle est votre réaction face à ça ? Alors, sans rentrer trop dans le détail, Mark Zuckerberg fait allégeance à Donald Trump et à Elon Musk. Elon Musk qui est celui qui a lancé le premier cette logique de free speech lorsqu'il a racheté Twitter. Alors je ne commenterai pas on va dire la décision politique ou la direction politique. Je dis juste que Mark Zuckerberg répond à ce vent, cette direction aujourd'hui idéologique qui est menée par Donald Trump et notamment Elon Musk au plus haut du gouvernement américain et qu'il s'y conforme afin de faire en sorte d'éviter tout souci de type démantèlement par exemple de son groupe. Donc très clairement je ne crois pas que ce soit une conviction idéologique chez lui, c'est juste qu'il prend le sens du vent et qu'il va faire avec. Maintenant sur le fond en lui-même, ce sujet-là il est complexe parce que gérer, on va dire, la modération d'une plateforme aussi grande que par exemple Meta et Facebook, qui a plusieurs milliards d'utilisateurs, c'est compliqué. Donc d'abord, il n'a pas dit qu'il abandonnait complètement la modération, mais il est évident qu'en revanche, maintenant, il passe dans une logique de la communauté va s'automodérer et on peut toujours déclarer, on peut toujours, on va dire qu'un contenu n'est pas licite. Donc il passe dans une logique d'a posteriori. Ce qui va être gênant, c'est comment, et ce que je demande d'abord, c'est comment l'algorithme va finalement traiter les informations qui avant étaient filtrées et qui n'étaient pas diffusées. Aujourd'hui, est-ce que l'algorithme va les pousser telles quelles? Est-ce que c'est notre algorithme au regard de ce que l'on aime regarder qui va nous pousser des informations? Donc si typiquement vous êtes enclin à avoir des informations qui sont très peu sourcées, voire complotistes, eh ben, de toutes les manières, aujourd'hui déjà l'algorithme vous le poussez. Là où ça pose problème, c'est qu'aujourd'hui il va y avoir moins de filtres, il va y avoir moins de filets de sécurité pour éviter d'être confronté à ce type d'informations-là. C'est donc gênant. C'est gênant et donc ça renforce d'autant plus la notion de savoir se prendre soi-même en main vis-à-vis de l'information et d'avoir une distanciation et un esprit critique. Une question qu'on pourrait se poser aussi, c'est si cette initiative, elle risque aussi d'entraîner une augmentation de la désinformation sur ces plateformes et si les notes communautaires dont vous parliez tout à l'heure seront suffisantes pour maintenir justement l'intégrité de l'information sur ces plateformes. Oui, tout à fait. Alors, on le voit aujourd'hui sur X, le résultat des notes communautaires est plutôt positif. Et X diffuse ses contenus et on va dire les statistiques et son algorithme aussi. Enfin, on peut rentrer vraiment, ressoulever le capot, c'est disponible en ligne. Et on constate aujourd'hui que les notes de la communauté fonctionnent bien. Le problème intrinsèque de la modération, quelle qu'elle soit, que ce soit par la communauté ou par des fact-checkers ou par d'autres gens, c'est le fait que, j'en parlais tout à l'heure, il y a la question de l'émotion. Autrement dit, une information qui est diffusée, qui est peut-être diffusée de bonne foi par certaines personnes, certains médias, même des fois il est arrivé qu'ils diffusaient des informations peut-être en voulant aller un peu vite et en ne prenant pas le temps de croiser les sources, et après en voulant revenir en arrière en disant on s'est trompé. Le problème principal, c'est que la colère, l'émotion elle-même, générale, la colère, la peur, ce que vous voulez, va toujours être plus forte que la raison. Et ça, c'est humain. Et donc, si vous diffusez une information qui va, on va dire, qui va vous choquer, par exemple, vous avez beau derrière faire un démenti en disant non, on débunk parce que c'était faux, ou on s'est trompé, on vous explique ça. Statistiquement, et ça vous pouvez le vérifier absolument partout, vous aurez toujours des gens, on va dire un nombre moindre de personnes qui ont vu le démenti ou l'explication versus l'information qui est sortie en premier lieu et qui crante ou qui met un esprit, on va dire, ou qui crée le doute. Et donc c'est vraiment ça le vrai problème aujourd'hui et je ne pense pas qu'il y ait véritablement de solution magique à cela. Merci beaucoup Damien, on pourrait encore en parler pendant des heures, sujet d'actualité, sujet éminemment essentiel aussi. On va s'arrêter là, on va devoir rendre, mais merci d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes le responsable
de l'innovation pédagogique dans cette école narrative. On rappelle aussi bien sûr votre jeu de cartes disponible donc en ligne notamment, ça s'appelle Nebula. Merci d'avoir été parmi nous. Merci aussi à la régie, merci à Edouard Degnaud d'avoir produit cette émission. Et puis nous on se retrouve dès demain, toujours à 12h30, toujours sur School TV. D'ici là, passez une très très bonne journée.